Bienvenue en cette deuxième journée de Reframing Museums. Nous sommes heureux d'accueillir Mariette Westerman, vice-chancelière de NYU Abu Dhabi, et Manuel Rabaté, directeur du Louvre d'Abu Dhabi. Bonjour, bon après-midi, bonsoir, d'où que vous soyez. Et bien, nous revoilà pour Reframing Museums, ce symposium joint entre Louvre Abu Dhabi et New York University Abu Dhabi, en direct de Saadiyat Island aux Émirats Arabes Unis. Je suis Mariette Westerman, je suis ici à NYU Abu Dhabi avec mon co-hôte Manuel Rabaté, directeur du Louvre Abu Dhabi. Bonjour Manuel. Bonjour Mariette. Quelle journée, oui, c'est une très très belle journée effectivement à Saadiyat et nous avons eu une journée extraordinaire hier et nous sommes ici pour réfléchir un petit peu et revoir ce qui s'est passé hier et ce que nous allons prendre plaisir à partager dans ces 2 prochains jours, accueillant toutes ces personnes de plus de 60 pays dans le monde. Nos institutions sont voisines sur Saadiyat, qui est une île magnifique et comme nous l'avons entendu hier, est en train de devenir un site culturel et d'éducation pour autant les locaux que les internationaux. C'est, comme nous l'avons dit, un site qui afflue d'intérêt humain et culturel, comme nous l'avons vu, comme Rabia l'a expliqué hier dans son allocution d'ouverture. Donc cette conversation que Manuel et moi allons avoir nous permettra d'avancer dans cette deuxième journée, de pouvoir nous poser des questions et de répondre en direct. Hier, nous avons introduit 3 piliers qui ont traditionnellement soutenu les musées et constitué cette rationnelle et cette valeur publique. Et alors que ce ne sont pas seulement des métaphores architecturales ou des piliers, ce sont des véritables arches qui constituent un musée à tout moment, des collections qui incluent des collections temporaires comme des expositions, des immeubles sur le site, mais aussi des personnes. Et notre première structure tourne autour de la question des collections et des expositions. Et comment nous voyons cette transformation émerger des musées et des institutions de collection pour raconter des récits. Et durant cette journée, je pense que nous allons voir les 2 autres piliers qui seront très apparents et nous allons d'ailleurs plonger dans les vifs du sujet, mais aussi demain, nous parlerons des sites, mais aussi des individus que cela constitue. Mais permettez-moi de poser à Manuel ma première question. Hier, nous avons observé ce premier pilier traditionnel de collection et d'exposition. Qu'est-ce que vous en tirez et de quoi pourrions-nous parler si nous avions le temps? Merci Mariette. Effectivement, c'était une première journée très intéressante. Pour plonger dans le contenu, j'aimerais souligner ce que vous avez justement dit. Cette point de réunion entre NYU Abu Dhabi et le Louvre Abu Dhabi, c'était un désir que nous avions de vouloir faire quelque chose ensemble, de partager quelque chose de notre île, Saadiyat Island, l'île de Saadiyat, où nous pouvons tous les deux montrer notre goût pour l'éducation, la culture, l'art et créer cette conversation internationale. Je suis très heureux de cette méthodologie que nous avons eue en tête, qui a été suffisamment robuste pour s'adapter à cette adaptation numérique. Nous avons pu rassembler des personnes de 60 différents pays en même temps, malgré les créneaux horaires, et à participer dans ces conversations. C'est exactement ce que nous souhaitions faire. Nous avons des racines locales qui sont fortes, mais qui permettent une connexion internationale. Et c'est un plaisir, évidemment, de voyager à travers les accents, les voix, mais aussi de nos bureaux respectifs et des fois même dans les musées que l'on arrive à visiter à travers les vidéos ou les images. La méthodologie, je pense, que l'on a adaptée à cette façon de créer cette onctuosité du lieu de rencontre. En ce qui concerne le contenu, nous devons digérer tout cela. Nous avons remercié tout le monde. Nous avons
beaucoup de matériel et de contenu, de voix académiques, de directeurs de musées, de conservateurs, d'artistes. Nous avons laissé la place à de nombreuses voix. Si je regarde mes notes, je dirais qu'il y a effectivement 3 piliers: la connexion, la science et le public, qui a été donc la structure principale. Évidemment, la première journée avait beaucoup d'informations, mais nous avons une excellente sujet de maturité concernant la collection et l'appropriation. Nous avons entendu beaucoup de voix qui étaient très élaborées, très fortes, et certes, qui n'étaient pas toutes d'accord forcément, mais qui étaient caractérisées par une véritable maturité et une intelligence. Et si l'on souligne le fait que le musée est une collection, l'intervention de Petrovski souligne que c'est une véritable réflexion. Les musées ne sont pas propriétaires de l'art, mais sont les doyens et ceux qui la protègent. Et cela souligne l'approche pragmatique du membre. Et cela souligne le cadre. Et donc, vous avez fait appel d'ailleurs à professeur Akia dans sa première allocution d'ouverture qui était impressionnante comme toujours. Et cela transcende les identités. C'est un lieu cosmopolite, c'est un lieu qui est au milieu de ce siècle, et c'est exactement ce que nous tentons d'atteindre. C'est une grande maturité, c'est quelque chose que nous sommes très fiers d'avoir pu rassembler cette agglomération d'idées que j'ai trouvée particulièrement stimulante, ce dynamisme dans le récit, dans leur relation avec le public, ces rédactions de récits avec cette danse qui était sublime de Hamadi Bokoum, qui a décrit son musée de façon sublime. Et j'ai adoré sa référence de la tristesse des objets sans le public et de ces lieux d'exposition. Nous sommes là pour justement montrer des choses aux gens. Le directeur scientifique Nouria Jaim du Louvre de Abu Dhabi a parlé de l'activité, l'agilité, etc. Et l'agilité est venue beaucoup, souvent, pendant la biennale, notamment, ça a été mentionné, Christine Alcorn avec de nombreuses expositions virtuelles, physiques. Il y a beaucoup de modèles d'exposition. Et chose que nous retenons, c'est le cadeau des idées, c'est l'évolution des idées. C'est très dynamique, ce n'est pas juste le statu quo d'une évolution. Et je pense que ce que je retiendrai enfin, c'est pour moi en tant que directeur, nous avons été fermés pendant 100 jours. Il y a eu une véritable optimisme et une grande intelligence qui a été rassemblée ici. Lorsque nos collègues du musée de Shanghai, le directeur Xinjiang, a dit « nous avons réouvert, nous avons géré » et il a envoyé un message fort d'espoir, de compétences à se reconstruire. Quand Max Hollein du Met nous dit que même dans l'absence des musées, nous développons l'amour des musées. Et nous avons différentes façons de découvrir le musée, le rôle que les musées peuvent jouer dans une société, parce qu'il y a un pont entre les civilisations et c'est absolument merveilleux et cela donne un sens à ce que nous devons faire dans un musée et dans cet espace et dans l'espace des choses. Et si vous me permettez, en tant que co-hôte de ces 3 jours très ambitieux, et quels seraient vos ressentis et qu'est-ce que vous en tirez? Merci beaucoup, Manuel. Je remercie et je vous remercie et je partage cette idée de maturité que vous mentionnez. Une chose que l'on souligne, c'est que nous avons été capables d'ouvrir cette réunion à beaucoup plus de 1000 personnes dans le monde.
chose que nous n'aurions pu faire si nous avions été à Abu Dhabi. Donc, il y a quelque chose d'extraordinaire là. Il y a quelque chose concernant la maturité, c'est que nous avons des directeurs de musées, des conservateurs, des voix, des modérateurs qui sont critiques, économistes et autres. Et donc, nous avons ouvert l'espace du musée car je remarque que finalement, nous étions un peu dans un espace fermé, mais parce que oui, nous nous retrouvions entre experts. Et je pense que ce symposium a commencé à modeler ce que nous souhaitions en fait être comme musée. Et je pense que c'est un thème important de reconnaître l'espace. Ce que je retiens, c'est cette résilience incroyable du secteur muséal, malgré ces défis auxquels nous faisons face, qui sont sans précédent. Et il nous faut tout de même aller de l'avant, même si c'est difficile. Ça a été une grande inspiration et je voudrais remercier tous les participants pour leur espoir et de nous avoir fait part de ces messages si enrichissants. Et tous ces musées qui étaient présents et qui sont l'Ermitage, le Louvre, le Met, et aux nouveaux musées aussi qui sont là, le Louvre à Abu Dhabi, le Sharjah Art Foundation, ou le musée des civilisations noires à Dakar, ou même le musée du futur qui va ouvrir. Nous sommes très heureux d'avoir nos collègues ici à Dubaï présentement avec nous. Et je pense que nous avons de ce fait eu pendant la journée la résilience et l'optimisme, des rappels de la valeur, la valeur publique des musées au niveau international, mais au niveau local aussi. Je voudrais dire encore une fois à notre philosophe de NYU, à l'APA, merci, et aussi aux directeurs dans le premier panel qui ont parlé de l'acquisition au récit, qu'ils ont vraiment souligné, mis l'accent sur cela. En particulier, nous avons capturer l'histoire de comment c'est devenu une identité nationale et comment nous avons associé cela avec les musées et surtout la place que l'on prend dans l'histoire dans ce 19e siècle. Et le musée doit nous aider à transcender l'idée que la culture est définie de façon nationale. Ces discours incluent les nations ne font pas de l'art, ce sont les gens qui le font, les individus. Autre chose, une autre citation, ne parlons pas de l'art comme une appropriation, mais comme un objet commun. C'est une humanité. Ça n'appartient pas à un pays, même si oui, ça l'est, mais je pense que c'était justement un très bel appel au potentiel universel des musées et du statut des musées qui permettent aux différences d'émerger dans leur beauté et leur complexité. C'est quelque chose que Petrovski a aussi souligné. Tout le monde a exprimé les grands regrets de perte de la valeur durant ces fermetures. Je dirais le perte de capacité de voir l'homme ou de partage entre l'homme et l'objet. Ces mots qu'ont souligné Hamadi, cette solitude, cette tristesse qui a été surmontée d'ailleurs par les individus, les objets, et que les artistes ont démontré également. Tout ceci, moi j'ai toujours aimé les musées, mais pour moi, les musées sont bien plus qu'un musée. Ce sont d'excellentes machines pour prévaloir la conscience humaine, probablement l'empathie, mais pas toujours, mais aussi cette véritable conscience. Ce n'est pas toujours un lieu de plaisir et de divertissement, même si nous avons beaucoup partagé sur cela, mais je pense que cela répond à des besoins élémentaires. Nous avons ceci pour partager notre histoire. Nous sommes là pour nous rencontrer et comprendre, même si notre histoire a été dure. Dans le premier panel, le professeur Pretowski et Sheikh Ahour n'étaient pas d'accord sur l'histoire partagée, mais il y a eu un très bel échange où ils ont compris qu'il fallait faire confiance aux artistes et pas seulement faire appel aux artistes. Jean-Luc Martinez, dans son élocution dans sa conclusion, nous a fait prévaloir les défis auxquels nous sommes face, surtout au XXIe siècle, et qu'ils devaient être bien différents que dans le passé. Et ceci a été mis en avant. Aussi nécessaire qu'il soit, nous sommes tous d'accord, il y a tout de même des défis
de distance, de viabilité qui sont très réelles. Et j'ai trouvé que c'était intéressant d'avoir Françoise Benamou, l'économiste de la Sorbonne, qui nous a donné une vraie conscience de comment la culture continue de lutter à se faire entendre et à se rendre durable. Et les chiffres qui ont été rapportés par Peter Keller des musées du Conseil international font mal au cœur. J'en avais vu déjà quelques-uns, mais j'avoue que là, ça a été particulièrement prenant. La perte de revenus, les chiffres du Met que nous avons entendus du Louvre aussi, la perte mensuelle de dollars, c'est incroyable. Et ceci soulève la question. Je me demande comment les musées s'en sortent. Et la question est très différente pour tous. Mais les étudiants continuent, et c'est important pour les étudiants d'obtenir une éducation pour cela. Cela rend le matériel de discours beaucoup plus valorisant. Pour développer une vie prospère, il est important qu'ils complètent tous une éducation, et c'est moins pour les musées, car même s'il est nécessaire, elle nous manquerait, mais la valeur directe individuelle est plus difficile à obtenir, alors que nous sommes tous inquiets par ce qu'il se passe dans la sphère du divertissement et du réseau en ligne. Mais j'ai été très intéressée par ce dernier commentaire. Les directeurs et conservateurs sont similaires et ne pensent pas qu'il est essentiel de retourner à ce que les musées avaient, la collection de programmes qui ont été accumulés avec le temps, et de redéployer nos actifs et offrir un accès plus créatif à tous. Et c'est critique, c'est important, et la plateforme numérique est indispensable, et c'est évident. J'ai aimé comment on a dit que l'expérience numérique et en direct est importante, mais il est important de les différencier. Il faut comprendre la valeur individuelle, mais aussi il nous faut se construire l'un sur l'autre. Donc, on revient à la possibilité de ce que nous pouvons créer en étant ensemble. Donc, avec cela, permettez-moi de voir le nouveau modèle d'affaires. Il va de soi que ces données étaient difficiles à entendre. Comment vous, en tant que directeur d'un jeune musée et connecté à tous ces musées du monde, comment voyez-vous le futur des musées de collection? Comment est-ce que vos programmes peuvent aider à créer de nouvelles nécessités et de nouveaux arguments pour des musées, mais tout en maintenant la viabilité? En fait, c'est une question à $1 million. Donc, j'aime bien cette table ronde sur le modèle d'affaires. Et en fait, il faut dire que avec tout le comité, on essaye d'étendre le contexte. Peter Keller avec le Conseil international des musées et avec toutes les données et tout ce statut transversal, tous les musées ont été affectés par ce qui se passe, surtout concernant la billetterie, le programme. On a essayé de diminuer les coûts, mais pas trop. C'est quelque chose qui a certainement affecté tous les musées à travers le monde. Mais ce qu'on a pu apprendre de cette situation transversale, c'est les différentes situations, tout dépend du rôle de l'État ou de la partie dominante. Tous les musées ne sont pas
égaux dans cette crise et ils essayent d'adapter en fait les biens aux dépens avec les parties prenantes, la valeur de la marque, est-ce qu'elle peut être utilisée, est-ce qu'on peut être créatif. Il y a eu une discussion très importante avec Peter sur la créativité de nouvelles sources et ressources et avec Frédéric. On a parlé des tabous et comment détruire les tabous pour les musées. Euh, donc, en fait, on a vu la valeur des musées comme un endroit important, pour un endroit d'autorité, et comment pourrait-on monétiser cela. Et je crois euh, que, bon, je suis d'accord qu'il y a des nouvelles ressources, mais en fait, il y a une telle éducation qu'il faut faire, et c'est voilà où nous devons déployer tous nos efforts. Et pour reprendre votre question, dans notre cas, à Louvre, à Abu Dhabi, j'étais vraiment ravie qu'ils ont commencé, Monsieur Mohamed et Mohabak, avec le directeur d'Abu Dhabi Tourisme et cet enthousiasme pour les musées qui est une nécessité absolue dans la transformation de la société. C'est une valeur ajoutée pour tout ce qui est tourisme, pour tout ce qui est visite d'Abu Dhabi. Donc, c'est aussi quelque chose pour moi qui est à l'essence de la diversification des programmes, de l'adaptation au goût des visiteurs, par exemple. Et ces personnes qui ont un appétit pour les musées, ils vont venir nous visiter. Donc, il faut commencer par les nécessités, les raisons d'être des musées. Donc, ça, c'est un point d'une extrême importance. Et aussi avec le département de la culture et du tourisme qui a parlé du tourisme aujourd'hui. Et la première fois, cette nécessité devient pour les locaux, pour les personnes qui habitent, la communauté qui habite. Et puis après, on va faire l'expansion et nous allons parler de l'importance du tourisme et des musées pour le tourisme. Donc, en fait, il faut amplifier nos équipes ou notre expansion au niveau local et puis après au niveau international. Ça, c'est ma réponse à votre question. Et puis, une chose aussi qui a été mentionnée sur les cas d'études de l'accélération numérique, et je parlais à vous, Mariette, les Émirats arabes unis a fait cette accélération numérique qui est une activité d'une extrême importance. Oui, certainement, toutes les universités à travers le monde, notamment nous-mêmes, ont mis leurs ressources et leurs cours en ligne. C'est quelque chose d'aspirant concernant cette conversation aujourd'hui. Nous avons aussi entendu des personnes comme Crystal Home, comme concernant les musées qui doivent établir cette force en ligne, on a parlé aussi de cette intégration essentielle pour l'avenir des musées. Certains musées l'utilisent déjà et donc il ne faut pas qu'on reste à l'écart de cela. Et c'est quelque chose qui aussi a vu le jour au niveau des universités. Donc maintenant, nous ne sommes plus en train de parler des systèmes de processus, mais d'individus. Et pour Louvre, à Abu Dhabi, les universités forment la génération de l'avenir. Les étudiants sont la communauté la plus large et ils doivent aussi être être les premiers dans ce parcours vers l'avenir. Donc pour nous, en fait, et hier, on a parlé des joueurs en ligne et des artistes, et cette conversation est d'une extrême importance parce qu'aujourd'hui, les universités, pareil, pour les musées, sont l'avenir. Les activités en ligne sont
en fait, doivent être approfondies, améliorées. Les universités créent de nouvelles connaissances et innovent aussi dans plusieurs façons et c'est le rôle le plus grand que les universités jouent. Mais maintenant, avec les experts des musées qui savent qu'il y a une certaine habilité d'intégrer un apprentissage approfondi, un certain divertissement et un commerce qui est un peu plus défiant. Il y a aussi des opportunités et des risques, comme les universités l'ont signalé à maintes reprises. Et il faut qu'on se rappelle toujours qu'en général, que l'utilisateur de ces produits ne doit pas ou n'a pas envie de payer pour les musées, parce que les musées, où qu'ils soient, sont des institutions publiques et doivent avoir le soutien public et doivent continuer à exister. Donc le dernier commentaire a été fait par Analo. La lumière qui touche la technologie, qui est très important pour les musées. Donc, il ne faut pas dire que toute institution, une par une, invente une infrastructure particulière et unique pour elle-même. Oui, certainement, on voudrait bien lui donner son identité liée à la nature de telle université ou tel musée, mais je voudrais juste parler des ressources qui doivent qui doivent être accessibles et les grands musées qui soutiennent les petits, les nouveaux dans cette phase d'unité, dans cette démarche de s'unifier. Aujourd'hui, il faut qu'on soit ensemble parce que tous les secteurs sont en risque. Ce n'est pas un secteur qui se défend vis-à-vis de l'autre et en le faisant d'une façon numérique, en utilisant la technologie que tout le monde peut à laquelle tout le monde peut accéder, on peut diversifier nos ressources. Le monde numérique est déjà complicite et il ne fait que croître dans tous les domaines à travers le monde et il faut dire que la qualité doit être socio-économique, l'égalité des sexes, des nationalités. Donc c'est aussi un point qu'il faut signaler. J'ai vu aussi beaucoup d'innovation et j'étais émue, en fait, et je viens de le reporter à ma communauté. Donc, en fait, Manuel, en tant que directeur de musée, qu'est-ce que vous pouvez dire des possibilités de l'intégration du numérique à travers les musées? Et Esther, est-ce qu'il y a des risques pour que les musées physiques perdent leur sens? Personnellement, je crois que pour la meilleure réponse à cette question a été donnée par M. Martinez. Il a dit qu'il n'y a pas de risque et que ce n'est pas pertinent, mais le numérique ne va pas tuer les musées, mais la façon d'organiser les musées, l'expérience, de gérer les plateformes, l'accès à la connaissance, toutes ces composantes ont été attaquées durant la crise de la COVID, mais au contraire, la technologie aujourd'hui est ce que j'appellerais l'accélération numérique et en fait ce levier qui va aider les musées, dans les musées où les activités de création du numérique, on peut le faire, mais je ne crois pas. Je crois aussi, et là je reprends un mot qui a été prononcé à maintes reprises, c'est la solidarité. Donc les musées ont exprimé certains soucis ou cette solidarité, pardon, à travers le discours. Donc, il faut qu'elle s'amplifie. Voilà pourquoi je ne crois pas que c'est une menace, mais c'est quelque chose qui va complimenter les musées. Donc, le numérique, l'histoire numérique concernant cela et
il y a eu beaucoup de va-et-vient entre les entreprises, l'art, etc. Mais je voulais juste vous demander, est-ce que vous apprenez l'art à l'école des entreprises ou vice-versa? Comment faites-vous cela? Je dirais que toute personne qui peut apprendre, qui peut apporter quelque chose de nouveau est une entreprise créative. Dans les années 80, Stephen School a pris un cours, a donné un cours dans la créativité dans les entreprises. Et nous encourageons tous nos étudiants qui sont des artistes à penser à leurs opportunités de carrière au-delà de leur carrière ou de cette opportunité. Mais toute personne ne doit pas apprendre la même chose. Et toutes les personnes qui sont dans le business doivent être des curateurs ou des artistes. Donc, je crois que l'élément clé, c'est le potentiel interdisciplinaire qui a été mentionné par plusieurs personnes hier. Donc, ce potentiel interdisciplinaire des équipes qui travaillent ensemble, d'établir plus de résilience, de notre diversité, parce que ça, c'est la plus grande force de l'humanité. Et l'écosystème des universités et des musées n'est pas le même. Toutes les parties, toutes les institutions ont un rôle à jouer. Et à la fin de cette session, il me tarde vraiment de continuer avec vous, de voir ce que aujourd'hui et demain vont apporter, comment vont-ils interagir avec les collections. Et je me demandais, Manuel, si vous pouvez nous dire davantage sur qu'est-ce qu'il y a sur le menu d'aujourd'hui. En fait, c'est pour éveiller la curiosité et dans le site, nous avons toutes les sessions. Et avec les délais techniques, nous sommes en train de mettre tout le contenu en ligne. Donc, aujourd'hui, nous allons parler de la granularité de l'expansion. Nous avons des tables rondes qui reposent sur ces trois piliers, les endroits d'interaction, les musées qui doivent être des endroits d'interaction, d'amusement, de divertissement, qui est à l'essence d'un musée. Des musées comme les voix d'une autorité et de quel point de vue les musées vont diffuser ce message, quel rôle vont-ils jouer dans les sociétés. Ce sont deux tables rondes très importantes avec des intervenants des quatre coins du monde. Nous avons des cas d'études qui sont très importantes sur comment les musées peuvent travailler avec les sociétés, qu'est-ce qui doit être fait. Et il y a des cas d'études qui seront très utiles et deux discours très fantastiques. Le premier par M. Sinora Al-Kabi, ministre de Culture et de Jeunesse aux Émirats Arabes Unis, qui était impliqué dans la G20 et qui voudrait partager quelque chose à cet égard, et l'histoire des musées à la fin. Donc, beaucoup de niveaux, comme vous pouvez le voir, de découverte, de plaisir, de journées remplies. Restez branchés. Ayette, si vous voulez clôturer la session. Merci. Merci beaucoup. Nous allons clôturer cette session aujourd'hui et clôturer avec la session de Monsieur Dumond. C'est la directrice du Musée des Arts à Los Angeles. Et demain, on se rencontre encore une fois. Manuel et moi vont prendre la parole vers l'après-midi. Merci beaucoup de votre participation et passez un excellent symposium aujourd'hui. Merci beaucoup. Au revoir.